Bonjour à tout un chacun. En ligne, je ne sais pas combien on va être évidemment, mais j'espère que nous serons nombreux. Et juste quelques mots d'introduction de Xavier. Je crois que vous le connaissez, j'espère en tout cas que vous le connaissez tous. Et si vous ne le connaissez pas, ben, vous allez le connaître. Xavier est tombé dans la marmite spatiale. Euh, à la sortie de ses études, il a fait une thèse, j'allais dire très spatiale, on parlera peut-être un petit peu, il y a 35 ans, et en travaillant d'abord dans un organisme qui est un des ancêtres de la Fondation pour la recherche stratégique, qui s'appelait The Crest, et il a bâti au fil des ans cette expertise spatiale qui est, je crois, en France vraiment spécifique à la Fondation. Et parce que, bon, bien entendu, les industriels font leur travail de recherche fondamentale, travail de recherche appliquée, de développement et ainsi de suite, dans un cadre scientifico-business, hein, comme ça qu'on peut le résumer. Les États et les organisations internationales ont bien entendu leur capacité d'analyse et de prise de décision, mais la capacité de voir une vue en termes cinématographiques, un point de vue qui soit ni celui du business, ni celui de la science pure, ni celui de la décision politique. C'est le travail d'un think tank, et il en faut dans ce domaine comme il en faut dans d'autres, et ceci en toute indépendance et sans vouloir empiéter sur ce qui va être ton domaine. Et la Fondation, et notamment à travers Xavier, a pu tenter, a vu venir, je crois, plus tôt et plus fort que d'autres, les phénomènes incroyablement disruptifs qui caractérisent le domaine spatial depuis, j'allais dire, une grosse vingtaine d'années. Ça ne se résume pas simplement à SpaceX, mais ça va bien au-delà. Je vais donner la parole dans 3 secondes, mais euh, moi, j'ai l'âge du spatial. Hein. Moi, je suis quelqu'un. Le spatial en tant que. Spoutnik. Voilà, moi, je suis de la génération Spoutnik. Pour moi, le Spoutnik, c'est un souvenir frais. Je veux dire, tu me demandes quand est-ce que tu as entendu parler du Spoutnik pour la première fois, je suis capable de le dire. Mais le spatial, pendant très longtemps, un peu comme l'atome d'ailleurs, a été quelque chose qui a été perçu comme monter sur des rails, j'allais dire des rails qui menaient dans des directions enthousiasmantes, mais qui avaient une ligne de fuite vers un horizon, souvent lointain. Une période courte, c'était 10 ans. C'était Kennedy qui dit à la fin de la décennie 60, on aura envoyé un homme sur la Lune. Et tout ceci à partir de techniques et de process qui ont été bâtis, comme l'atome, à partir de la veille de la Deuxième Guerre mondiale et qui sont arrivés à maturité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça nous ramène vraiment très loin. Donc quelque part, l'espace, l'espace, il est aussi vieux que moi. Il n'a pas du tout, c'est pas vrai. L'espace, il est aussi jeune que Musk. On est et contrairement à ce qui se passe pour le nuque, on est dans un domaine qui bouge incroyablement, où tout ce qui paraissait acquis, tout ce qui paraissait être sur des rails, est en train d'être dépassé, transformé par d'autres façons de faire, d'autres façons de s'organiser, avec un bouleversement de l'écosystème à travers lequel
se développe le spatial. Et ben, Xavier, lui, comme il est face à la mine de charbon, il est dans la mine de charbon, il a vu tout ça arriver, beaucoup plus vite que d'autres, et sûrement beaucoup plus vite que moi, dans mon domaine personnel spécifique. Et donc, ben, il a produit ce livre, La ruée vers l'espace, nouveaux enjeux géopolitiques à lire, à déguster. Donc, je te laisse présenter un peu les thèses clés de ce que tu mets en avant dans le livre. Voilà, installez-vous. Et puis à partir de là, je te poserai peut-être quelques questions et après on va échanger. Notre conversation avec les amis aussi qui sont là. D'abord, François, merci beaucoup de cette introduction et de ce détour. C'est vrai que l'histoire que j'ai avec l'espace, c'était aussi quelque chose de personnel. Et tu as rappelé mon parcours au CREST et puis ensuite à la FRS. Et effectivement, l'espace, c'est aussi quelque chose qui est récent finalement. 57, c'est pas si loin que ça de nous dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, il s'en passe des choses dans l'espace. Et ce que tu as dit, et pour rebondir un peu sur l'espace de 57, l'ère du Spoutnik et ce qui arrive aujourd'hui, bah, en fait, c'est l'interrogation de fond qui a motivé ce livre. En fait. La question de fond, pour moi, c'était comment a-t-on pu passer d'un espace presque sacré, où tout était réglé, qui a balisé les premières années des incursions humaines dans l'espace, j'allais dire qu'elles soient technologiques et qu'elles soient astronautiques, etc., à un espace qui aujourd'hui ne semble plus sacré. Et à un point extraordinaire, c'est un espace qui se banalise par l'industrialisation. Et ce qui m'a intéressé dans ce changement-là, la question que je me suis posée, c'est pourquoi et quelles conséquences, mais quelles conséquences au-delà même du spatial? Quelles conséquences pour les rapports de nos sociétés avec l'environnement spatial, avec le spatial, avec l'idée même du spatial? Parce que les changements, ils sont de nature, et tu l'as dit aujourd'hui, c'est disruptif. Oui, on a lancé sur 60 ans, entre 57 et 2017, 8000 satellites. Dans la seule année 2023, on en a lancé presque 2900. Et ça ne fait que croître. On est aujourd'hui à un rythme de lancement spatial qui, je dirais, bat les records des années les plus intenses de la guerre froide. Alors même qu'on est dans un autre contexte, le spatial, tu l'as rappelé, c'est le fils de la guerre, c'est le fils du nucléaire, c'est le fils de toute cette période qui se monte à ce moment-là avec des investissements massifs de deux superpuissances qui vont confronter leur modèle. Et là, on est dans une période très différente, alors qu'il connaît aussi ses conflictualités, ses rapports de force, évidemment, mais où on se rend compte que de manière extrêmement brutale, finalement, et très courte, eh bien, le spatial est en train de prendre un essor inédit. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, et mon ouvrage, il est structuré en deux temps, finalement. Le premier temps de l'ouvrage, c'est comprendre la mutation, c'est l'espace en mutation. Et l'espace en mutation, pour moi, c'est d'abord une mutation culturelle. Et c'est une mutation culturelle qui est liée au fait que, eh bien, précisément, c'était parce que l'espace, space is hard, disait Kennedy. Et c'est précisément parce que l'espace est hostile, l'espace est dur, qu'on y faisait des incursions réservées à très peu de pays, à très peu d'industries, voilà. Il fallait maîtriser des technologies extrêmement avancées qui faisaient que l'espace gardait son caractère un peu sacré et a contribué à construire une communauté scientifique, industrielle, une communauté spatiale, un peu très spécifique, j'allais dire, culturellement très spécifique. Une élite industrielle, une élite scientifique, une élite technologique, qui d'une certaine façon n'avait besoin de personne pour justifier son existence. Et les dollars coulaient à flot. Donc, on a eu la construction dans le domaine spatial d'un tissu, je dirais, d'une sociologie extrêmement spécifique quand on la compare
au monde naval, au monde aérien, au grand monde technologique qui ont motivé les grands programmes du XXe siècle, etc. Donc ça a construit une culture extrêmement particulière, à la fois, je dirais, en tant que de communauté et dans ses relations à la communauté, aux communautés politiques aussi, et dans ses relations à la décision politique. Le spatial, c'était légitime, c'était quelque chose qui allait de soi pour les pays qui voulaient en faire. Et donc, on trouvait les moyens d'en faire, et la communauté elle-même ne se posait pas de questions sur elle-même. Et puis là, on arrive dans une époque où tout ça est renversé, culturellement. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur du spatial, qui prétendent réorganiser ce secteur spatial, et donc, in fine, la communauté qui la porte, en banalisant finalement le domaine, par le biais de son industrialisation. Aujourd'hui, on ne fait plus d'artisanat d'art. En tout cas, certains ne font plus d'artisanat d'art avec des satellites extrêmement coûteux, extrêmement évolués technologiquement, qui prenaient beaucoup de temps à développer, mais qui étaient des joyaux. On va dans le low cost, on industrialise de façon massive, en accent sur la possibilité de produire en masse à des coûts totalement maîtrisés pour déployer dans l'espace non pas des bijoux technologiques, mais des infrastructures, j'allais dire, banales. Et d'une certaine manière, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi le résultat d'un décloisonnement de ce monde spatial et de sa communauté spatiale qui, depuis 30 ans, en fait, et ça, c'est pour moi une des premières grandes réponses à la question que je me posais, on assiste à la matérialisation de la jonction du spatial et des technologies de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ça ne vient pas comme ça. Le New Space, dont on parle beaucoup en l'opposant supposément à un Old Space, etc., Elon Musk, etc., ce sont des gens qui apparaissent sur un terrain qui est déjà largement travaillé, en fait. La réalité, c'est que cette jonction dont je parle dans le livre, entre technologie spatiale et technologie de l'information, elle résulte aussi d'un changement d'air géostratégique et géopolitique. Union soviétique et États-Unis, pendant la guerre froide, ont investi massivement dans un ensemble complexe de technologies structurées par l'équilibre stratégique, par le besoin de dissuasion mutuelle, etc. Donc structurées par le nucléaire, bien sûr, structurées par aussi l'électronique et un ensemble de développements technologiques majeurs. Et quand cette période, la parenthèse se ferme, la parenthèse de la guerre froide, j'allais dire en tout cas, quand on commence à s'amorcer le changement d'air géostratégique, on est au début des années 90, on se rappelle tous, on y a tous plus ou moins travaillé, que l'Union soviétique, par exemple, on parlait de la reconversion du complexe militaire industriel soviétique. On se rappelle de ces exemples des usines dont on disait qu'elles fabriquaient des landaux en titane parce qu'il fallait réutiliser les alliages, etc., etc. Ce qu'il faut bien voir, et ça on l'a beaucoup moins dit, et moi j'ai été à l'époque pas mal aux États-Unis, donc c'était l'administration Clinton à l'époque qui prenait la main, c'est qu'en fait les États-Unis ont eu le même problème. Le cauchemar américain, si j'ose dire, de l'époque, c'était de se dire que tous ces investissements à milliards consentis pendant des décennies auraient un impact, ne feraient plus sens dans la nouvelle ère finalement qui s'ouvrait, dont on ne savait pas exactement ce qu'elle allait être. On parlait de l'hyperpuissance américaine, etc. On ne savait pas s'il était un monde multipolaire, unipolaire, etc. Et je me rappelle très bien qu'à cette époque, il y avait cette idée que, eh bien, en fait, il était absolument impératif, et c'était par exemple il y avait le National Economic Council à la Maison-Blanche de l'époque qui tablait sur le fait qu'il fallait absolument reconvertir, tirer le maximum des investissements qui avaient été faits dans toutes ces technologies à des fins militaires pour en faire des investissements qui feraient sens plus largement au niveau technologique, au niveau industriel, dans la nouvelle donne qui allait se mettre en place au niveau mondial, au niveau international, en matière de rapport de puissance. Et c'est là où on commence à voir l'émergence, en particulier, de la maîtrise des technologies de l'information comme levier finalement majeur qui donnait un avantage à qui? Aux pays technologiquement les plus avancés, financièrement les plus puissants et politiquement les plus influents, ceux qui ont une capacité normative la plus importante. Et c'est ce qu'on va voir se mettre en place aux États-Unis avec des slogans. On va voir ça se mettre en place du point de vue militaire comme du point de vue civil. Vous allez très vite comprendre, et j'en parle dans ce livre,
l'idée, c'était alors de dire quoi? C'était de dire la maîtrise des technologies de l'information, collecte des données, transmission, traitement, dissémination, c'était clé. C'est clé pour l'ensemble de la société, c'est clé à des fins militaires, et ça a aussi des retombées commerciales, technologiques, industrielles, au niveau des standards technologiques, etc. Et on va avoir deux efforts très organisés, mis en place par l'administration Clinton à l'époque. Premier effort, vous en rappelez sans doute ce qu'on appelait la révolution dans les affaires militaires, RMA, Revolution in Military Affairs, avec l'idée là de la boucle de l'information, la raccourcir, la densifier et avoir toujours, parce qu'on se projetait dans des conflits conventionnels, les fameux conflits régionaux majeurs, hein, les deux conflits régionaux majeurs, on s'organisait au début des années 90 pour ça aux États-Unis, il fallait avoir la maîtrise de l'information. Et ça va être un ensemble d'investissements de R&D massifs dans ces industries, dans ces technologies-là. Révolution des affaires militaires. Network-centric warfare, c'était le conflit réseau-centré. On sait tous, pour avoir travaillé un peu sur ces questions, qu'en fait, c'était beaucoup de mots et il y avait beaucoup de promesses, mais elles étaient très difficiles à tenir. Mais ce n'est pas grave, ça organisait l'effort. Mais il y avait un pendant civil à ça, et moi, je me rappelle très bien. Vous vous rappelez sans doute qu'Al Gore, à l'époque, vice-président, lui travaillait sur les Global Information Grids, sur les Information Highways, c'était l'Internet. Et donc, on avait deux pieds, finalement, à cette reconversion, parce que pour moi, c'était un effort de réinterprétation des atouts américains développés pendant la guerre froide pour devenir des leviers dans la nouvelle ère géostratégique. Le pied militaire, révolution des affaires militaires, et naissance de l'Internet et des grands acteurs de l'information et des technologies de l'information. Et très vite dans ce schéma-là, donc conduit sous l'impulsion de ce qu'on appelle le National Economic Council, et ça c'était une nouveauté aussi, c'était comment faire en sorte de maximiser au plan économique les atouts qu'on avait développés pour des raisons. Il y avait cette idée de mettre en place en fait un ensemble d'actions qui vont très vite inclure l'espace. On avait développé des moyens spatiaux et très rapidement on se rend compte que ces moyens spatiaux ont un rôle à jouer dans cette maîtrise de la chaîne de l'information. Mais certainement pas les mêmes moyens qu'avant. Il ne s'agit pas seulement désormais de ne faire que des satellites qui vont regarder au fond d'un silo de missiles. Il faut faire aussi un ensemble de satellites qui vont pouvoir regarder des choses beaucoup plus mobiles, et qui vont être beaucoup plus adaptés à d'autres usages que les seuls usages stratégiques. Et c'est là où l'espace qui va garder cette couche stratégique, donc le lien espace nucléaire, on va dire, on va lui surajouter une autre couche qui va être un espace d'un point de vue militaire plus adapté à la conduite des opérations déjà, donc d'autres types de satellites qui vont voir d'autres types de missiles, par exemple, de plus courte portée, qui vont faire des observations peut-être moins précises mais plus flexibles, qui vont introduire de nouvelles techniques de télécom, etc. Et on va avoir, in fine, pendant toutes ces années, ce rapprochement des technologies spatiales et de cette philosophie de la maîtrise de la chaîne de l'information. Et ça, c'est clé. C'est clé parce que ça va préparer aux États-Unis le terrain qui va donner lieu à ce qu'on va appeler plus tard le New Space. C'est-à-dire qu'on va labourer en fait le terrain, on le laboure pour préparer cette levée de graines, si on peut dire. Et ce premier labourage, il a des formes extrêmement précises. J'en parle un petit peu aussi dans le livre, si on se concentre seulement du côté américain, et après je viendrai aux autres évolutions. 94, décision unilatérale des États-Unis d'ouvrir la possibilité pour des entreprises privées de vendre de la haute résolution par satellite. Ça surprend tout le monde, ça surprend l'Europe, parce qu'on considérait que c'était un truc de qualité militaire, ils nous prennent à contre-pied, etc. 96, décision par l'administration Clinton de se donner 4 ans pour ouvrir la haute résolution de GPS, pour la donner au grand public, en chargeant le Pentagone, lui, de se charger de la sécurité de l'affaire. Je vous donne 4 ans, mais il faut absolument qu'on fasse ça pour éviter que les autres développent leur propre GPS. Donc on est dans une optique complètement différente, très offensive aussi. Au passage, pour les lanceurs, on va commencer à faire des joint ventures avec des boîtes russes aux États-Unis, ILS, etc. Donc on est dans quelque chose. Et là, on prépare quoi? C'est la première vague, on prépare la commercialisation. On prépare la commercialisation du spatial. Et cette commercialisation du spatial sur cette base de rapprochement espace-information, la deuxième lame, ça va être là, des nouvelles générations qui viennent de la tech et qui, du coup, investissent dans le spatial. Et ça, c'est ce qu'on appelle le New Space. Et ce que je veux dire par là, c'est que, quel que soit le label qu'on lui donne, cet épisode-là, et vous le voyez bien, et j'essaye de dire ça aussi dans cet ouvrage, il est singulier aux États-Unis. C'est le résultat d'une histoire particulière.
avec des contraintes particulières. Et la difficulté qu'on a et la brutalité avec laquelle nous, on prend cette évolution, parce que c'est une évolution violente pour le spatial, à l'échelle du monde, je dirais, on ne passe pas comme ça impunément de quelques satellites lancés par an à des milliers. C'est vraiment, ça a des conséquences. Eh bien, nous, on a besoin de réagir à ça avec notre propre histoire. Et c'est ça la difficulté. Se calquer sur le New Space américain ou la manière dont ils font les choses, c'est, à la limite, s'inventer une histoire que nous n'avons pas eue. Et donc, notre communauté, comme l'environnement industriel de tout ça, n'existe pas nécessairement sous la même forme chez nous. Donc ça, c'est un point, moi, qui m'a beaucoup intéressé, parce que pour moi, c'est ça la difficulté de la mutation du secteur spatial aujourd'hui, qui est la première partie de ce livre, en fait. On a une mutation culturelle subie par une communauté qui n'était pas nécessairement préparée à ça, et qui était même, à l'inverse, marquée par son autarcie, d'une certaine manière, et nul n'avait... On n'avait pas nécessairement, comment dire, l'impression qu'on aurait à changer, puisque tout tombait, enfin, on était dans des choses extrêmement stables. Et le spatial lui-même, par définition, est un milieu stable. En gros, on décide d'un satellite à l'année N, il se produit à l'année N plus 10, et on avait 15 ans d'utilisation, donc on se donnait 25 ans. Et là, on est dans toute autre chose, avec un rythme, un tempo, etc., imposé de l'extérieur par ce monde de la tech, etc. Alors, tout ça coexiste aujourd'hui et crée effectivement de facto un environnement spatial qui a complètement muté et qui, en fait, cette transformation est en accélération elle-même. Donc ça, c'est pour moi un point essentiel que j'ai essayé de documenter un petit peu dans cet ouvrage, en essayant de voir comment aujourd'hui les différences sont flagrantes, si vous voulez. On a des industriels qui sont dans un rapport à l'acteur public extrêmement différent d'avant. En fait, c'est ça qui se passe. On n'assiste pas à une privatisation du spatial, mais on assiste à une modification des rapports entre l'acteur public et le secteur privé. Vous avez par exemple un type comme Musk, comme SpaceX, qui va dire, mais une agence spatiale, ça a des objectifs et des capacités. Mais moi aussi, j'ai des objectifs et des capacités. Et institutionnellement, quelque part, je suis aussi légitime qu'une agence spatiale pour proposer un programme à long terme. Et pour l'agence elle-même, ça impose dans son environnement un acteur totalement nouveau. On n'est pas c'est pas Boeing, où là, c'était un industriel qui réalisait, selon les spécifications d'un cahier des charges qu'on lui demandait de réaliser, qui confiait ça à l'agence et l'agence l'opérait. Ben, on n'est plus là-dedans. Et donc, on change complètement les rapports entre acteurs publics, alors là, en l'occurrence, incarnés par des agences spatiales, qui désormais vont plus acheter de matériel, mais vont acheter des services. Et vont dire à Musk, non pas je t'achète ton Crew Dragon, mais je t'achète 12 transports d'astronautes vers la station. Ce qui change tout. Ce qui change tout. Alors après, en plus, dans des conditions économiques différentes, puisqu'on a des types de contrats différents, etc. Donc, qui impose aussi un rapport nouveau de l'industrie avec son donneur d'ordre, et qui aussi crée une forme de tri dans l'industrie. On le voit aujourd'hui avec Boeing. Vous avez deux profils aujourd'hui aux États-Unis d'industrie. Vous avez Boeing qui connaît beaucoup de difficultés. Vous avez, parce qu'ils ont beaucoup de mal à répondre en fait aux contraintes de ces nouvelles relations. Et puis vous avez SpaceX qui en fait co-invente les relations avec l'acteur public. Donc on est dans quelque chose de très profond et du coup de très culturel. Et ça, c'est vraiment sans doute pour moi l'un des facteurs fondamentaux qui aujourd'hui pose des questions auxquelles il n'est pas répondu. Chez nous, en Europe, mais ailleurs dans le monde. Voilà, donc ça, c'est un peu la première partie du livre. Ouais, j'ai envie de poser deux questions à ce stade. J'ai commencé par la première, puis après on va ouvrir. Ouais. Quelque part, quand j'entends ce que tu dis, ce que tu dis, et on voit ce que l'on voit, et d'abord, on est passé d'un domaine où la loi de l'industrie était dominante, procurement, lourd, des milliards qui coulent à flot, tout le premier âge, si je puis dire, du spatial, et la loi de Moore n'existait pas encore. En tout cas, elle n'avait pas encore été énoncée. Et là, on est évidemment en pleine loi de Moore,
Et c'est à celui qui va pouvoir chevaucher dans le genre c'est à celui-là qu'on va acquérir les fruits du succès. Ça ouvre évidemment une opportunité, c'est que les coûts d'entrée, du coup, sont beaucoup plus faibles. On est à Luxembourg pour être une puissance spatiale. Le Luxembourg est une puissance spatiale. Voilà. Je ne dis pas ça simplement parce que je suis à moitié luxembourgeois. Les Émirats arabes unis sont une puissance spatiale, comme ils sont devenus une puissance en matière d'intelligence artificielle, pour les mêmes raisons, avec les mêmes logiques. On est dans la capacité de faire fructifier les talents de la loi de Moore. Et de l'autre côté, on a Elon Musk qui, lui, casse la loi d'Augustine. Parce que, bon, en attendant, les lanceurs, il faut mettre les trucs en orbite. Il fallait toujours passer par des lanceurs qui, eux, n'étaient définitivement pas dans la loi de Moore. Et il arrive à réduire pratiquement des 2 tiers le coût de 10 kilos lancés en orbite. Et ça aussi, ça ouvre évidemment des portes à de nouveaux joueurs, en principe en tout cas, et notamment de nouveaux joueurs en matière d'exploitation de l'espace, donc en dopant ainsi les effets de la loi de Moore. Et la question est la suivante, elle peut paraître un peu anecdotique, mais c'est une question qui vraiment vient de ma curiosité. Est-ce que Musk, c'est l'homme, enfin, où était la charrue, où étaient les bœufs? Est-ce que chez Musk, qu'est-ce qui tient le rôle de bœuf, qui tient le rôle de la charrue? Et est-ce qu'il y a des leçons à en tirer pour nous? C'est la bonne question, François. Et si tu veux, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ce que tu dis à travers ta question, c'est ce que je ressens. On a souvent le sentiment que un personnage comme Musk est arrivé, a tout compris et a vraiment fait basculer les choses. Mon sentiment, c'est que les 20 à 30 ans de préparation, de terrain labouré, si tu veux, ont fait qu'effectivement, les gens de l'information ont compris très vite que l'industrialisation du spatial allait leur apporter un plus dans leur business à eux. Et à partir de là, c'est là où tu as cette mourification du spatial, si tu veux. Ils tirent le spatial vers le bas, si j'ose dire. Quand je disais ils banalisent, c'est bien ça le problème. Et je parlais d'un espace sanctuaire et sacré. Tu avais au sens propre comme au sens figuré, le satellite était inaccessible. Maintenant, le satellite, on le rend accessible. On le rend accessible parce que l'accès à l'espace se modifie, comme tu le dis, on tire tous les 2 jours, on ramène les trucs, etc. Et en fait, au-delà de tout ça, un type comme Musk, précisément parce qu'il est dans cette dynamique-là, il est dans ce cycle-là de réflexion qu'on pourrait symboliser effectivement par cet environnement de la loi de Moore, si tu veux, il se projette dans l'espace différemment, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que l'espace, pendant toutes ces années historiques, c'était un milieu inaccessible où tu ne faisais que des incursions. Les anthropologues te disent, un groupe humain, il habite un milieu à partir du moment où il le maille. Tu ne fais pas que tirer des traits. Quand tu prends le TGV du point A au point B, ça t'amène au point B, tu es très content, mais entre les deux, tu n'as rien fait. Ton environnement, tu ne l'as pas vu, tu ne te l'es pas approprié. L'espace, c'était ça. Depuis Gagarine, hein, on tire quelqu'un, on tire des lignes, on fait des traits, et à la fin, on retombe dans l'atmosphère. Et on n'a rien fait. On a fait juste une incursion d'un type complètement vague. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes ces technologies de l'information qui permettent de faire des choses un peu nouvelles en termes de degré de, on se donne plus de degrés de liberté, on met de l'IA, on va faire plus de manœuvres, on va faire de la logistique, on va faire tout ça. On va intervenir sur les... Donc, on va faire des choses, on va commencer à s'approprier, on va commencer à mailler un peu l'espace, au sens propre. Et à partir de là, tu t'y projettes différemment. C'est-à-dire que tu commences à habiter ça. Et effectivement, c'est ça la grande différence, à mon avis, qu'introduisent ces nouveaux acteurs extérieurs au spatial, c'est que culturellement, leur manière de se projeter dans l'espace est radicalement différente de la manière. C'est comme ça que tu te retrouves avec Musk, qui a un projet
d'humanité Mais bien transplanétaire sûr, à Mars. Ce n'est pas Kennedy qui veut envoyer un homme sur la Lune et le ramener, mais c'est un homme qui a un projet. Bon, personnellement, oui, oui, franchement, ça ne me fait pas rêver, on est d'accord. mais son rêve, c'est ça. Mais son rêve, c'est ça. Et en fait, c'est le fameux exemple, tu sais, il y a une biographie, la première biographie de Musk cite cet exemple, où des employés lui écrivent une lettre au patron, à Musk, en lui disant on aimerait bien avoir des stock options, quoi, etc. Et Musk leur répond en démontrant pourquoi, en tant que start-up, comme il se considérait alors, ce serait ridicule d'entrer en bourse parce qu'on aurait à ce moment-là d'un ROI, etc., qui empêcherait de... Et puis il fait un PS en dessous, PS, un post-scriptum en bas de la lettre, et par ailleurs, je vous rappelle que SpaceX a été créé pour aller sur Mars. Et c'est son truc. Et alors, on peut prendre ça, bien sûr, tout ça, c'est mais il y a quelque chose. Il est effectivement, il se projette différemment. C'est ça qu'elle structure. Il se structure comme ça. Alors, donc, il a cette espèce. Alors, c'est du transhumanisme. D'ailleurs, quand on parle de Musk, on va pas ne parler que de Musk, bien sûr, mais Musk, SpaceX, c'est une de ces sociétés. Mais quand on regarde l'écosystème qu'il met en place à travers Tesla, à travers la production d'énergie, Neuralink, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai vu récemment là, des gens qui projettent son action sur Mars en mettant toutes ces sociétés ensemble et ils ont déduit que ça fait un tout assez cohérent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui pourront être faites véritablement en alliant toutes ces sociétés-là. Donc, il a une espèce, c'est un peu un démiurge. Il veut créer un monde. Et c'est bien ça le problème d'ailleurs par ailleurs, avec des aspects transhumanistes, etc. Il y a tout un tas de choses. Bon, on connaît bien Musk et puis maintenant, on va le voir à l'œuvre, ça va être encore autre chose. Mais on est là-dedans. Et donc, et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, si on refocalise, alors ça, c'est un peu la deuxième partie du livre. Donc par ailleurs, dans la première partie, j'essaye de voir aussi comment les autres, on est aux États-Unis, mais on n'est pas seulement aux États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Europe. Comment nous, on peut s'adapter à tout ça? Mais je reviens à ma question, Oui. parce que tu as rappelé tout à l'heure 94. Oui. À l'époque, j'étais chez Matra et on était en train de. On se posait typiquement le genre de questions que les industriels américains posaient à Clinton. Oui. Parce qu'il y avait une pression, il y avait tout un lobby à Washington pour convaincre Clinton qu'il fallait lever. Et c'était très difficile parce que l'écosystème à l'époque, ben, c'était le système, j'allais dire, nucléaire plus fusée. Le Pentagone s'y opposait. Mais sur stéroïdes, je veux dire, tout ce qu'il y a de plus resserré. Et il fallait évidemment l'intervention directe du président pour casser les systèmes. Mais ça n'a pas eu d'effet disruptif en soi. Le développement était relativement linéaire. Et effectivement, il s'est créé un marché de l'imagerie qui s'est développé, qui s'est étoffé, et ainsi de suite. Mais on n'a pas eu, entre guillemets, la révolution. Alors, qu'est-ce qui a causé la révolution qu'on a vécue, où l'Europe est passée, en termes d'accès à l'espace, de 60% du marché commercial mondial à 0%? Alors, si tu veux, oui, ça n'a pas eu l'aspect disruptif. Ce que ça a eu, c'est un effet quand même extrêmement important. C'est de commencer à réfléchir à la relation entre donneurs d'ordre public et secteur privé. Ça, c'est le basculement, il est là, en fait. Et après, il va entrer en maturité beaucoup plus tard, dans les années 2000, 2010, etc. Mais le premier, quand je disais le terrain est labouré, il est labouré à ce niveau-là. Alors après, la révolution elle-même, eh bien, tu as quand même deux choses, en fait, fondamentalement. Vous vous rappelez tous que dans les années 90, à peu près au même moment, il y avait aussi des projets de constellation par satellite. Ouais. Bill Gates en particulier, le patron de Microsoft à l'époque, avait ce projet de télédécique, 140 satellites. Il y avait Iridium aussi qui montait en puissance. Il y avait Skybridge chez Alcatel. Il y avait tout un tas de choses. Et puis ça, la bulle, comme on dit à l'époque, explose, etc., montée en puissance du GSM, des téléphones, des réseaux, etc. Et finalement, ça a conduit beaucoup de gens, en voyant arriver ce qui arrive en ce moment, et notamment en Europe et notamment en France, à être extrêmement méfiants avec ces projets-là, en disant « Oh là là, on nous a déjà fait le coup en 90, c'est pareil, ça c'est des trucs satellitaires, machin, ça va être… » Sauf qu'il y a deux choses qui ont changé. D'abord, la technologie a changé. Fondamentalement, faire des télécoms en orbite basse en 90, c'était très compliqué. Ça devient, dans les années 2020, moins compliqué. Mais ça ne suffirait pas. Qu'est-ce qui a changé surtout? C'est Internet. En 90, il n'y avait pas Internet.
En 90, on regardait la télé avec des paraboles. Et là, la télé, si tu regardes la consommation de la télévision, c'est les PDA, c'est les téléphones. Et si ça, c'est plus des paraboles. Et là, à partir du moment où tu changes les usages et tu as la possibilité technologique de le faire, tu bascules dans autre chose. Et c'est là où, si tu veux, et pour compléter ce point et aller vers cette disruption dont tu parles, et du coup, ça conduit à une vraie disruption industrielle, c'est que le monde de la tech et de l'information commence à voir l'espace comme quelque chose qui peut rentabiliser, qui peut apporter de la rentabilité à leurs propres activités. C'est le partenariat SpaceX Microsoft Azure, si tu veux. Là, tu en as un qui s'achète de la connectivité, ici, Microsoft Azure, deuxième acteur du cloud mondial, 40 milliards de dollars par an. Et tu as SpaceX qui s'achète la clientèle de Microsoft. Et pour amorcer la pompe, qu'est-ce que tu fais? Tu as un gros contrat du Pentagone de 10 milliards sur 10 ans. Bon, il se trouve que ça a été dénoncé après avec Biden, etc. Mais on est dans ce triptyque-là. Il te faut une filière spatiale qui fonctionne. Une politique spatiale, c'est quoi aujourd'hui? Et c'est un peu ce que j'essaye de dire là aussi. Et c'est ça qui change radicalement de la politique spatiale, de ce qu'était une politique spatiale pendant la guerre froide. Une politique spatiale aujourd'hui, c'est quoi? C'est trois choses. C'est une filière spatiale qui fonctionne, avec la capacité à faire de l'accès à l'espace low cost, récurrent, etc., la capacité à faire de bons satellites à des coûts raisonnables, etc. Ça, les États-Unis savent faire, la Chine sait faire, l'Europe sait faire, on s'est un peu planté sur le lancement, mais technologiquement, globalement, admettons qu'on sache faire. Mais ça suffit plus aujourd'hui. Avant, ça suffisait. Tu avais ton arsenal, tu balançais de l'argent public pour des raisons militaires, tu entretenais ton truc, etc. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Il te faut un deuxième secteur industriel qui valorise la filière spatiale. C'est-à-dire qu'il trouve dans la filière spatiale quelque chose qui est rétributeur pour son propre business. Et ça, c'est les technos de l'information. C'est le monde de la tech. Aux États-Unis, tu as les GAFAM, ils sont capables de mettre en 2021 sur les startups spatiales, alors au plan mondial, 15 milliards de dollars investis de financement privé dans le secteur spatial. En gros, c'est le budget d'une grosse agence spatiale. Et la plus grande partie de cet argent aux États-Unis, mais de plus en plus en Chine et puis dans quelques pays européens. Okay. Il s'est investi énormément d'argent depuis 20 ans. Alors, à tort ou à raison, il y a des choses qui sont un petit peu, comment dire, un peu gazeuses, etc. Donc, on a des investisseurs qui, au départ, il y a eu des périodes d'enthousiasme. Mais néanmoins, voilà, tu as ce secteur qui trouve. Mais ça ne suffit pas. Il faut un troisième acteur. Et ce troisième acteur, c'est un État qui a des projets politiques et qui peut mettre en gros 10 milliards sur 10 ans pour amorcer la pompe du business. Et ça, c'est une espèce de triptyque, de relation triangulaire qui aujourd'hui constitue, de mon point de vue, le cœur de ces politiques spatiales 2.0, New Style, si tu veux. Et ça, c'est un truc qui existe aux États-Unis. Tu as cette filière spatiale, tu as ces géants de la tech, Amazon, 60 milliards de dollars, premier acteur du cloud mondial. Microsoft Azure, 40 milliards de dollars, etc. Quand le Pentagone veut son cloud militaire, évidemment, tout ça, ça marche ensemble. En Chine, tu as un secteur spatial qui est en train d'exploser. Tu as un secteur de la tech, Alibaba, on est plutôt à 10 milliards, 11 milliards de dollars par an de revenus sur le cloud, mais tu as Tencent. Et comme par hasard, en Chine, tu as 3 projets de 12 000 satellites de télécom qui sont poussés. Et puis, tu as un État, aux États-Unis, dont on connaît la profondeur des poches, j'allais dire, et qui a des idées, qui a une vision mondiale, voilà, une vision un peu d'omniprésence. En Chine, tu as un État aussi qui a des projets politiques certains et qui a de gros moyens pour les accomplir. Et donc, tu as les conditions du triptyque sont réunies. Alors, en Chine, aux caractéristiques chinoises, etc. On ne va pas faire des analogies rapides, ça mérite d'être fouillé. La question qui se pose et que moi je me pose, y compris dans ce livre, c'est et l'Europe dans tout ça? Si on prend cette grille de lecture des 3 piliers, on en est où? La filière spatiale, on l'a. Le secteur industriel qui valorise la filière spatiale, on ne l'a pas. Les acteurs de la tech, ils ne sont pas chez nous. On a des très bonnes boîtes, on a des très bonnes entreprises, mais à ces niveaux de dizaines de milliards de dollars de revenus, on ne les a pas. Donc là, il faut qu'on invente quelque chose. Et puis, le troisième pilier, si on est réaliste, c'est 27 pays qu'il faut aligner. Il faut avoir un récit commun qui permette effectivement des investissements de cet ordre de grandeur de 10 milliards sur 10 ans. Alors, ce qui est un peu en train d'être fait sur Iris Carré, par exemple, etc. Mais on peut se poser la question de ça amorce quelle pompe?
C'est ça la différence. Parce que quand tu as un programme public, si tu veux, de ce type, de cette ampleur, qui va amorcer une espèce de relation entre cette filière spatiale, cette filière tech, etc., et qui va en fait les mettre en condition de générer leurs propres revenus, c'est une chose. Quand tu as un investissement public qui en fait va aller prioritairement vers la filière spatiale, mais sans amorcer, parce que faute de combattants, j'allais dire, de business commercial stricto sensu, parce que tu n'as pas l'aval, si tu veux, suffisamment développé pour que ça puisse vraiment générer du revenu, bien là, qu'est-ce que tu deviens? C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de faire, ok, tu fais un flagship programme, et ça on sait les faire, on a fait Copernicus, on a fait Galileo, est-ce que ces programmes auront la possibilité de perdurer? Comment fera-t-on pour les développer, pour qu'ils se développent eux-mêmes, pour qu'éventuellement ils trouvent leur propre quille, hein, leur propre équilibre? C'est pas si évident. Après, on peut avoir une philosophie différente. Moi, je plaide, par exemple, pour que quelque chose comme Iris Carré soit aussi un outil diplomatique pour l'Europe. Soit par exemple capable de nourrir des relations renouvelées avec l'Afrique, par exemple, qui est un acteur, peu de gens le savent, mais qui est un acteur extrêmement pointu sur les usages du numérique. Ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et il se trouve qu'un storytelling de ce type, un récit de ce type, un narratif de ce type, ça conviendrait tout à fait, sans doute, à la diplomatie de l'UE et des 27 pays. Ça te raconte une histoire. Là, tu comprends pourquoi tu fais ça. Mais je reviens derrière. Tu as ton triptyque. Oui. Le storytelling, il s'invente. Ouais. Et moi, je t'entends, et ça, je suis réceptif, comme dirait l'autre. Et au niveau de la filière, ben oui, ça, on a les briques. On a les briques. Du point de vue industriel, enfin, les acteurs économiques, on n'a pas de GAFAM. On ne va pas inventer des GAFAM non. À cause des besoins que peut offrir l'espace ne va pas permettre à l'Europe de développer ces GAFAM. Alors, on fait quoi? Il faut inventer notre propre histoire. Là, il faut faire preuve de créativité. Je veux dire, le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, moi, je pense, je vais te dire franchement, si on se projette dans 30 ans, en tant qu'Européens, en tant qu'ensemble européen, on a tout un tas de défis. Et on les voit aujourd'hui avec les conflits qui nous entourent, etc. L'un des plus gros défis, c'est le voisinage avec l'Afrique. C'est la coexistence apaisée, pacifiée, organisée avec un continent qui est en explosion et qui va produire ses propres capacités. Profitons du fait qu'on ait ce type d'excellence scientifique et technologique pour engager ce dialogue. Et l'engager, c'est très compliqué. On connaît les relations difficiles, historiques, voilà, culturelles, compliquées. Il faut qu'on soit, moi je plaide pour ça franchement, il faut qu'on soit bold, faut qu'on engage quelque chose de nouveau. C'est sans doute générationnel, il y a quelque chose à faire. Moi, ce qui me frappe beaucoup, j'ai failli il y a quelque temps écrire une tribune avec un collègue africain sur ces questions-là. Les usages du numérique en Afrique sont bien en avance, sans doute, sur les usages européens. Et bien précisément, créons ce type de lien, construisons des trucs. Alors, il faut que ce soit... Mais ça, évidemment, c'est long, ça c'est pas un coup de baguette magique, mais au moins, ça a un mérite, c'est que ça raconte notre propre histoire. On ne peut pas inventer une histoire qui n'est pas la nôtre. On n'a rien reconverti. On n'a pas, au sortir de la guerre froide, qui serait susceptible d'avoir donné naissance à des GAFAM. On n'a pas ça. On le sait que trop. Mais on n'a peut-être pas besoin de raconter cette histoire-là. Donc, il faut remettre de la politique. Il faut remettre de la politique dans le spatial. Ou inventer le futur GAFAM. Oui. Un nouveau... Inventer quelque chose, en fait, qui nous parle et qui corresponde à notre histoire. On va peut-être ouvrir... Oui, bien sûr. On va ouvrir le champ, là. Oui. Moi, j'ai une question sur les... Tu n'as pas du tout parlé des lanceurs réutilisables comme facteur de disruptivité. Oui. Comment se fait-il que nous, en Europe, on n'y ait pas cru et qu'on se soit fait surprendre? Parce que moi, je résume quand même pas mal la pénétration du New Space, notamment par ça. Alors, et on n'y a pas cru, en fait. On n'y a pas cru pour deux raisons. La communauté spatiale, jusque très tardivement, n'était pas du tout convaincue de l'intérêt, voire de la faisabilité, et si c'était faisable, de l'intérêt de faire du réutilisable. Parce que pourquoi? Le réutilisable, c'était associé à un programme précis, c'était la navette spatiale. Et la navette spatiale, tout le monde s'accordait à dire, c'est un énorme programme technologique, c'est très beau, mais c'est le truc qu'il ne faut plus refaire. Voilà.
Et puis, tu as un deuxième truc qui nous concerne, nous, Européens. Donc, d'ailleurs, j'avais vu au passage, au moment où Musk commençait ses expériences de réutilisation, très rapidement, j'avais assisté à une conférence où il y avait des grands patrons du lancement américain et la patronne de SpaceX, Gwynne Shotwell, qui maintenant est bien connue. Et à l'époque, c'était sur le lancement spatial, c'était dans le Colorado, un truc annuel bien connu. Et il y avait une table ronde sur le lancement spatial avec vraiment tous les... Et le modérateur, avant de clôturer, de clore la séance, dit bien, je ne peux pas clore cette séance sans parler, sans évoquer la réutilisation, mais alors de manière un petit peu ironique comme ça. Et les grands patrons disaient tous, non, non, mais c'est bien, c'est des trucs qu'il faut regarder, bien sûr, il faut faire des études, des trucs d'étudiants importants, c'est tout à fait bien. Et puis Gwynne Shotwell qui intervenait à la fin, disait, d'abord, moi, je voudrais vous dire que je suis admiratif de tous ces gens. C'est des gens, alors, il ne le dit pas comme ça, mais dont j'avais des posters dans ma chambre. Enfin, en tant que jeune ingénieur, des gens que je respecte, donc j'écoute leurs paroles avec beaucoup d'attention. Et bien sûr, vous avez raison, sans doute faut-il faire des études. Vous savez quoi, faites les études et nous, on fera. Et tout le monde avait rigolé à l'époque dans la salle, mais elle avait mis les rieurs de son côté quand même. Mais là, pour nous, plus sérieusement, pour les Européens, alors la vraie question, c'est si vous faites de la réutilisation, c'est pour lancer du volume. Si vous n'avez pas... Un lanceur, c'est fait pour lancer des choses. Si on n'a pas de choses à lancer, vous fermez vos bureaux d'études si vous faites du réutilisable. Donc, on a résisté, en fait. Enfin, on n'a pas vu... Je pense que d'abord, d'un point de vue des ingénieurs, le réutilisable, c'était un truc compliqué et cher. Hein. Quand on refaisait la navette avait pas du tout tenu ses promesses d'économie. Au contraire, c'était devenu très cher, 500 millions de dollars la réfection après chaque vol de moteur, etc. Donc, c'était vu comme le truc qu'il fallait. Vous vouliez vous faire embaucher, je suppose, chez Ariane Group ou d'autres et vous, en tant que jeune ingénieur, et on vous dit, mais qu'est-ce qui vous motive? La réutilisation, vous sortiez du bureau direct, vous n'étiez pas embauché, ça c'est sûr. Et puis surtout, pas de volume. On tire, et là c'est bien ça le problème. Il tire tous les 2 jours et demi, Elon Musk. Alors, il tire principalement ses satellites, mais il en tire quand même d'autres. Et là on est dans des espèces de process cumulatifs un peu risqués, mais qui quand même sont là et sur lesquels nous, on n'est pas du tout. C'est le truc classique de l'offre qui crée la demande. Bien sûr, c'est comme les coms, c'est qu'est-ce qu'on met dans le tuyau. Qu'est-ce qu'on met? Voilà, tout à fait. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Azure, avec le Tuli, etc. Il a fallu trouver du contenu. C'est ça. Pour rentabiliser l'ensemble de l'article. C'est ça. Et d'ailleurs, Musk dit lui-même, hein, toutes les constellations de télécom par satellite ont fait faillite. J'espère juste ne pas être le premier qui ne fera pas faillite. Mais il était extrêmement... Parce qu'évidemment, là où il y a du marché, il y a du réseau. Et vous savez, il y a une constellation qui s'appelle O3b, Other 3 Billion. Et c'est Greg Weiler, c'était censé être une constellation qui est là déjà installée depuis longtemps pour servir les 3 milliards d'individus qui n'ont pas accès au réseau. Et en fait, vu des concurrents, O3b, c'était devenu Other 3 Boats. Parce qu'en fait, il y avait extrêmement peu de marchés constitués pour en être la clientèle, finalement. Et donc, on a ce... Alors ça, c'est un problème qui reste en suspens. Mais c'est là où, aujourd'hui, quand on voit véritablement la structure de ces programmes, l'importance de l'acteur public dessous, qui est là en soutien des programmes, en devenant ce qu'on appelle aux États-Unis un anchor tenant. Hein, c'est vraiment le client ancré qui va vous aider et qui va vous porter en vous passant des commandes. Et là, fondamentalement, le militaire joue un rôle majeur. C'est là où on n'est pas vraiment dans le New Space. Voilà. Allez-y, monsieur. Vous en prie. Oui, Xavier, merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai une question concernant j'adhère tout à fait à cette relecture de la préparation de tout l'écosystème américain pour en arriver là. Mais il me semble qu'il manque quelque chose pour nous en Europe. C'est l'aspect innovation qui en fait est lié à la prise de risque. C'est vrai pour la technologie et c'est vrai pour les finances. Donc on a on n'a pas un environnement économique qui soit favorable parce qu'on n'a pas des investisseurs qui sont prêts à miser au risque de perdre. De l'autre côté de l'Atlantique, ils misent beaucoup, ils sont prêts à perdre beaucoup, mais du coup ils gagnent d'une part. Et puis d'autre part, sur l'aspect innovation, et là c'est peut-être une approche différente entre nos agences spatiales en Europe qui sont restées très focalisées sur l'aspect un peu recherche scientifique, hein, donc faire des produits exquisites qui marchent absolument, et c'est aussi parce c'est la culture de la dissuasion nucléaire. Là où de l'autre côté, eh bien, il y a une vraie prise de risque, on va avoir un échec, mais de cet échec, on va apprendre et ça va nous faire avancer beaucoup plus vite. Et dans le succès de Musk, il y a peut-être quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que même s'il a été soutenu par un super contrat du gouvernement américain, je veux dire, il a quand même fait tapis
et il a failli tout perdre. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Fail early, fail often. Exactement. Mais il a quand même pris lui-même personnellement un risque avec son système de vache à lait. Voilà, PayPal, Tesla, à chaque fois, ça lui générait les finances pour aller sur un nouveau secteur d'activité. Mais voilà, enfin, l'état d'esprit de l'autre côté de l'Atlantique n'est pas le même que le nôtre. Et ça, pour moi, c'est aussi un handicap. Mais non, mais tu as entièrement raison, Jean-Marc. Le truc, c'est que précisément ces 30 années de préparation, pour moi, c'est clé, ça. Ah, je suis d'accord. Les 30 années de préparation, c'est des années où se modifient les relations entre acteurs publics et secteur privé. On est dans une relation qu'on veut win-win, en fait. On n'est plus dans une relation de commande publique. Tu fais réaliser ton truc avec un cahier des charges, on te le réalise, tu le prends, c'est un sous-marin, c'est un porte-avions, c'est ce que tu veux. Ça, c'est une activité qui existe, qui existera toujours et qui est là. Ils inventent quelque chose de différent. Et ils inventent quelque chose de différent parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin et ils ont, et surtout, cet élan considérable. Alors, j'en ai pas parlé non plus, mais il y a un truc aussi qui s'est produit là-bas. Alors, avec à chaque fois des masses critiques d'investissement qui n'ont rien à voir avec ce que nous pratiquons en Europe. Donc, tu as ça aussi, c'est assez différentiel de masses critiques qui jouent nécessairement. Mais il y a un truc aussi qui s'est passé. Vous vous rappelez de l'initiative de défense stratégique, donc tout le monde savait que la finalité d'arrêter les vagues de missiles, c'était pas ça le truc. Le truc, c'était, ça déstabilisait les autres d'en face, mais c'est surtout alimenter de la R&D massivement qui allait impacter les 30 années qui suivraient. Et on est en plein dedans. Et fondamentalement, ce que je pense sur, par exemple, le programme lunaire, je vais y revenir très rapidement pour situer le panorama d'aujourd'hui, selon moi. Le programme lunaire d'aujourd'hui dont on parle beaucoup, alors si on va s'installer sur la Lune, alors les Américains le font, les Chinois le font, c'est pas tellement ce qui va se passer sur la Lune qui est important, c'est ce qu'on va faire entre les deux. Et là, ça va être un test-bed pour un ensemble de technologies, mais considérable. Et quand on fait la liste au bout du compte, où tu auras de l'IA, où tu auras des capacités d'autonomie, d'automatisation, de refueling, de ravitaillement, de trucs, de fabrication, quand tu regardes ces technologies-là, et que tu fais le comparatif avec ce que l'IDS avait commencé à financer, tu as une continuité en fait. Et là, tu te dis que, alors si on pousse le truc un peu, je n'irai pas jusque-là, ce serait un peu caricatural, mais que le programme lunaire, tu peux aussi le voir comme une prise de relais sur 30 ans, parce que ça va nous occuper 30 ans, alors sauf si Musk veut aller sur Mars, mais parce que là, il veut mettre sous le tapis quelques trucs, parce qu'il n'est pas sûr de mettre des astronautes d'ici 2 ans sur la Lune, donc là, il y a un petit problème politique à gérer. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui intéresse les investisseurs? L'argent privé va là où il y a de l'argent public. Les investisseurs privés n'investissent que là où le gouvernement met de l'argent. Parce qu'ils savent très bien que le spatial, c'est quand même de l'argent public au bout du compte qui circule. Et quand tu regardes les technologies qui sont en passe d'être développées pour faire tout ce maillage dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'espace dit cislunaire, selon les Américains, ils aiment cette expression-là, mais tu te rends compte qu'en fait, tu continues, tu prolonges des trucs que tu as commencé dans les années 80. Et là, alors je ne dirais pas, ce n'est pas un commissariat au plan, je veux dire, ça paraît un peu paradoxal ce que j'ai l'air de dire, les États-Unis sont des... Non, mais oui, en fait, il y a une continuité parce que l'inertie industrielle est telle, les programmes de R&D sont tellement massifs qu'ils génèrent leur propre mouvement et qu'autour d'eux s'organisent des programmes. Parce que les programmes, justement, vont utiliser, tu disais, le bœuf et la charrue. La charrue et le bœuf. Ben, précisément, les technologies vont générer aussi leur propre barycentre autour duquel tu vas pouvoir construire un narratif qui s'appelle un programme. Et c'est pour ça que le programme lunaire aujourd'hui, ce n'est pas pour la Lune qu'on le fait. Il n'y a qu'un seul truc qui est sûr dans le programme lunaire, c'est que l'objectif Lune, il n'existe pas. Je suis un peu paradoxal, mais chacun des acteurs, que ce soit l'exécutif, que ce soit l'agence, que ce soit les industriels, ils ont tous des objectifs qui sont différents, mais qui tous s'alignent avec l'idée bien d'avoir effectivement un objectif, même symbolique, même virtuel. L'objectif est instrumental. L'objectif est instrumental. Et l'objectif, oui, mais fondamentalement, alors tu as la Chine qui a aussi son propre programme. Mais et pour aller dans ce sens-là, et très rapidement, aujourd'hui, si on prend un cliché, là, une photographie de ce qui se passe sur l'activité spatiale mondiale, il y a 3 secteurs qui sont dominants, dans lesquels ça vit. Le LEO, donc l'orbite basse, avec ses constellations. L'exploration habitée qui reprend avec ses grands programmes américains et chinois, et le militaire. Ce sont les 3 secteurs qui sont aujourd'hui dynamiques, enfin, et qui canalisent beaucoup d'investissements publics notamment, mais pas seulement.
Eh bien, quand on regarde ces trois secteurs, moi, je vois trois points communs, ces trois secteurs. Premier point commun, dans les trois secteurs, il y a l'avènement d'une vision logistique. Les Américains, c'est des logisticiens. On le sait depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est des logisticiens. C'est vrai pour le Léo, il va falloir gérer ces milliers de satellites, les réparer, les retirer du service, les remettre dans l'atmosphère. Donc, il y a de la manœuvre, il y a de l'automatisation, il y a de l'IA, il y a tout ce que tu veux. C'est vrai pour le cislunaire, où tu vas créer des relais, des stations-service quasiment. Tu vas avoir du Delta V, des machins qui manœuvrent. Et donc, tu vas peupler ton truc et tu vas avoir ce besoin de logistique et de véhicules nouveaux qui ont besoin de beaucoup de degrés de liberté, etc. Et c'est vrai pour les militaires, qui en fait aujourd'hui font de l'espace un milieu parce qu'ils savent, parce qu'ils se disent qu'ils vont devoir agir d'espace vers l'espace. Avant, le militaire agissait de l'espace vers la Terre, regardait, télécommuniquait, etc. Désormais, l'espace étant devenu une cible, parce qu'on l'utilise plus seulement pour le nucléaire, mais on l'utilise pour le combat conventionnel, ben, il faut protéger les satellites, donc développer des programmes qui n'auront d'autre fonction que de fonctionner dans l'espace. Et donc, ça veut dire que pour un militaire, dès que tu manœuvres, ben, tu en fais un milieu, ça devient un milieu, et un milieu dans lequel tu dois toi aussi avoir des degrés de liberté, ta logistique, ton servicing, ton in-orbit repairing, tout ce que tu veux. Et il y a de la pression. Absolument. Et du coup, moi je suis un industriel, je vois ça, je sais où investir, ça me donne mon axe, et je sais ce que je vais faire. Et donc tu as, alors ça c'est pris un petit peu en compte au-delà des États-Unis, un peu par l'Europe, c'est pris en compte par l'Europe essaye de, mais c'est compliqué par le biais de l'agence spatiale, se dire, bon, finalement, c'est peut-être pas si stupide que ça que d'investir dans l'exploration habitée, dans une capacité à avoir un instrument logistique, c'est le cargo, c'est ce genre de truc. On commence à avoir des prémices de réflexion là-dessus. Alors, le deuxième point commun pour moi, eh bien, c'est qu'en fait, du coup, l'espace, ça devient un champ de bataille de normes et de standards. Et là, ça a toujours été, mais là, c'est en train de partir d'une manière très, très, très impressionnante. Il va falloir faire du space traffic management, il va falloir faire des opérations de proximité et de rendez-vous, tout ça avec des normes techniques, etc. Parce qu'on va évidemment universaliser ces trucs-là. Et donc, là, tu as de la concurrence industrielle derrière, tout ça se passe à l'ISO, c'est pas simple. Il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence radio. Quand on aura 50 000 satellites en orbite, on ne sait pas jusqu'à quel point ils pourront fonctionner en réalité, sans interférer les uns avec les autres. Alors 100 000, j'en parle pas. Et tu sais qu'il y a aujourd'hui des modèles qui disent qu'on va voir 100 000 satellites en 2035. Et puis, dernier point. Qui n'est pas un État, mais une société privée qui détient 60% des objets actifs en orbite. Aujourd'hui, il y a 10 000 satellites actifs en orbite, 6 500 sont à Musk. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais cru ça. C'est un paysage totalement. Qui s'accapare des orbites par sa présence. Et qui confisque un peu les orbites. Ah ben, aujourd'hui, il faut être clair. Quand vous êtes la Commission européenne, que vous venez voir Musk pour dire qu'il faudrait qu'on discute de Space Traffic Management, il te dit, mais attends, moi 7500 satellites, toi 12. Alors, en fait, voilà, tu vas me les confier. Il ne dit pas ça aujourd'hui, mais on a bien le sentiment qu'il peut y avoir... Je te fournis le service à prix d'ami. Voilà, et tu deviens le perturbateur, en fait. Donc, il y a du politique. Alors, peut-être une dernière question, parce que je crois qu'on s'approche de la fin. Et une question qui peut paraître incongrue. Et en écoutant ce que je viens d'entendre, à savoir que tout ça est allé incroyablement vite. Pas simplement ce qui s'est passé pour les lanceurs, dont on parlait au début, mais aussi la façon dont l'espace lui-même est peuplé. On n'aurait pas dit il y a 5 ans que les 2 tiers des satellites opérationnels appartiendraient à une seule société, chose d'inouïe. Est-ce que une des leçons à tirer, et j'ai peut-être complètement tort, hein, j'ai totalement agnostique sur un sujet que je ne maîtrise pas, presque par définition d'ailleurs, puisque ce sont des terrains qui eux-mêmes sont pratiques inconnues. Mais lorsqu'on commence à développer de nouvelles technologies, et je pense ici à l'Europe, on n'a pas de GAFAM, mais on pousse le pion en matière d'IA. Je pense notamment à Mistral. Bon, moi je ne sais pas ce que vaut le concept sur le fond, hein, d'après ce que j'en comprends, c'est qu'il s'agit de sortir d'une approche cumulative avec une foultitude de GPU qui vont bouffer la moitié de l'énergie de la planète au train où ça va dans les 10 ans qui viennent. Bon, il y a quelque chose avec l'IA version californienne qui
qui appelle une disruption. Parce que si on tire les traits, dans 10 ans, il va falloir que les particuliers reviennent à la bougie. Hein. Parce que là, aux États-Unis, quel est le buzz en ce moment? C'est combien de centrales nucléaires on va construire? Oui, pour faire fonctionner l'IA. C'est assez intelligent. Hein. C'est visiblement pas été conçu par l'IA, cette façon de faire. Et le reste que je comprends, Mistral, c'est au contraire une approche où on s'affranchit de cette accumulation. Je ne sais pas si ça va marcher, ça n'a pas marché, on ne sait rien. La bête grossit, ça a l'air de prendre corps. Est-ce qu'il faut commencer à se poser la question du rôle de l'espace dans l'IA et de l'IA dans l'espace au plan industriel? C'est-à-dire, si on ne veut pas être surpris dans 7 ou 8 ans par le fait qu'on n'y a pas réfléchi suffisamment tôt. Est-ce que c'est une question valable? Sans doute, et c'est le prolongement c'est une étape supplémentaire dans le rapprochement espace et techno de l'information, si tu veux. Donc, naturellement, effectivement, la prochaine étape, c'est l'espace et l'IA, ça c'est sûr. Ce que tu vois aujourd'hui quand même, très rapidement, tu parles à un stratège américain ou un militaire américain, espace. Ce qui lui vient à l'esprit immédiatement, c'est résistance, résilience, c'est faire en sorte. Et il associe à ça fragmentation. Il faut se diluer, se distribuer, compliquer la tâche de l'adversaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les militaires sont très friands des constellations qui leur sont proposées. Maintenant, quand tu regardes la dynamique dans les domaines que tu as cités depuis 2 ans, qu'est-ce que tu vois monter comme type de concept? Il y a edge computing, cloud décentralisé, blockchain, tout ça. Tu rajoutes tout ça, donc avec de l'IA au plus près du capteur, etc. Tu rajoutes tout ça à tes constellations, et là, le militaire que tu as vu, il est convaincu que là, il a un vrai système qui va être vraiment très difficile à attaquer. Donc, il va en plus accentuer son investissement là-dedans pour faire en sorte qu'il puisse en bénéficier de manière opérationnelle le plus rapidement possible. Donc, le rapprochement IA-espace, il est réel, à mon sens. En plus, tu vas y manœuvrer, et là, tu sais, quand tu vas avoir tes petits satellites qui sont en train de se protéger les tiens, tu ne vas pas les faire naviguer au joystick. C'est des machins. Donc là, tu vas avoir un push extraordinaire. Toutes ces boîtes d'IA, évidemment, qu'elles vont trouver dans l'espace. En tout cas, des relais de croissance, ça c'est sûr. Et d'une certaine manière, l'espace lui-même crée de la donnée. Et l'IA sans la donnée, c'est rien. Et même si, dans le cadre de l'IA générative, c'est particulièrement central, même si on a des choses comme ça, tu auras toujours besoin. Souvent, on te dit, aux États-Unis, le gap technologique, c'est rien. Ce qui compte, c'est le gap d'utilisateur. C'est ta capacité à avoir engrangé de l'expérience avec une technologie donnée sur 30 ans. Parce que ça, c'est incompressible. Donc, est-ce que ça ferait sens pour des sociétés qui sont spécialisées dans le spatial de commencer à causer avec des sociétés dans la spécialité des passes spatiales? Et là, je pense effectivement à ce qui se passe dans l'IA chez nous. Oui. Mais c'est déjà le cas, déjà le cas, François. Non, mais je ne parle pas des startups. Ah oui. Je parle de celles qui ont. Mistral n'est déjà plus une start-up. Oui, ça génère des effets de bord avec l'émergence de nouveaux acteurs industriels hybrides. Je pense à la société Anduril, par exemple, qui est un ovni complet entre justement les services, le new space et l'industrie d'avant. Et ça, c'est sans doute un facteur de disruption en soi. C'est qu'en fait, effectivement, la nature même des acteurs industriels est en train de muter. On a parlé souvent de recomposition, les grands manufacturiers ont souvent essayé d'aller chercher, se mettre dans les services, et puis en sont revenus parce que ça ne marchait pas. Mais là, c'est plus de ça dont il s'agit. C'est vraiment au fond de ton métier, tu es en train de ton métier mute, en fait. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est sans doute ce qui est le plus important sous toute cette vague, c'est ce changement à nouveau culturel. Et on est challengé par un newcomer total. Oui. On n'avait jamais vu venir. Il y a une autre rupture. Quand on est arrivé, j'ai entendu que Elon Musk, il envisage de développer un téléphone 100 € pour tuer les opérateurs. Pour ça, il est en train de faire ça. Pour l'instant, c'est que du SMS. Il vient d'avoir des licences FCC pour faire ça. Ça reste embryonnaire. Avec lui, il va vers ce genre de choses. Après, il faut mesurer, si tu veux, aujourd'hui, les réseaux, la 5G, etc. Ce qu'il faut voir, par exemple, dans la bataille des fréquences, c'est que le terrestre est en train de manger les fréquences spatiales.
Aujourd'hui, les acteurs spatiaux sont en position de faiblesse par rapport aux grands acteurs. Parce que tu n'es pas la même masse en termes de milliards de dollars. Pas forcément terrestre, que si tu prends des zones non terrestres, justement, qui vont donc s'envoler nécessairement et qui vont donc conquérir l'espace, d'où les calculateurs en orbite, les IA distribués, etc., pour faire des réseaux non terrestres. Mais en fait, les fréquences qui sont prises sont des fréquences extrêmes, Oui, et des ex-militaires qui sont en train de redistribuer la donne sur toute la planète pour récupérer des fréquences de radar, qui étaient auparavant des fréquences de radar millimétriques, pour faire justement des réseaux non terrestres sans infrastructure, d'où l'opportunité africaine que tu citais. S'il n'y a pas d'infrastructure, donc on saute une étape et donc on accélère l'avancée. Alors ça m'amène à une question, tu as déjà défriché énormément de choses, mais pour dépersonnaliser un peu le débat entre Von Braun et Elon Musk, comment tu vois l'organisation de blocs par rapport à cette avancée américaine? Alors, on a parlé de l'Europe, je pense que tu l'as bien compris. Mais c'est quoi les BRICS dans l'espace? C'est quoi la rotule New Space au niveau d'un bloc comme les BRICS? D'abord, je pense que tu ne peux pas déconner. Alors, aujourd'hui, tu prends INRS, par exemple, donc le projet chinois de station scientifique spatiale internationale. Donc, ils disent, on ouvre à l'international. Alors, nous, on n'est pas comme les Américains, on fait un truc un peu façon antarctique et on ouvre à l'international. Aujourd'hui, ils ont 11 pays qui ont signé ça. Bon, quand tu recoupes Artemis d'un côté américain, ILRS de l'autre, tu as une transposition des alliés respectifs sur Terre. Donc franchement, les BRICS dans l'espace, alors tu as le cas indien qui est intéressant, parce que le cas indien, ça se reproduit dans l'espace. C'est le multi-alignement, désormais, selon le slogan moderne du gouvernement indien et de son mise à phase étrangère, on se multi-aligne, donc on signe avec les deux. Donc globalement, on reproduit quand même largement. Le truc que je pense, si tu veux, alors moi j'ai une idée peut-être qui est peu commune, mais enfin ou commune en réalité. La guerre froide, c'était quoi? C'était deux blocs qui avaient leur clientèle et donc qui avaient leur pays client. Et donc finalement, c'est une manière d'organiser le monde qui est plutôt pas mal. Où finalement, et c'est ce que Clinton appelait ça le monde des condominiums. Tu as des condominiums avec des clientèles. Et donc, tu es à la fois dans une forme de confrontation et de complicité en réalité, parce que ça arrange tout le monde, que ça s'organise. On a eu cette période compliquée, etc. On a aujourd'hui l'incertitude de la relation États-Unis-Chine, on ne sait pas sûr. On pourrait arriver à une sorte de situation où on recrée. Et je pense que je ne suis pas sûr que la Chine ne soit pas sur ce type d'état d'esprit en réalité, où tu recrées un monde des condominiums avec des lignes de fracture et une forme de complicité simultanément. Bon, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup François. Merci à vous, chers amis. Et merci, chers amis en ligne. Voilà, et pour nous avoir écouté, conversé sur ce sujet qui bouge. Merci à tous.